Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'En français dans le texte. Bonjour à tous, parce que nous avons pris tant de plaisir à faire résonner lors du premier confinement les plus belles pages de la littérature française, à vous les faire écouter et réviser pour les moins de 18 ans, France Culture a choisi de poursuivre l'aventure en faisant vivre et revivre les grands textes de notre patrimoine littéraire, mais aussi parfois philosophiques et historiques, lus par de grands comédiens et analysés de manière experte en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale. Aujourd'hui, Le Rouge et le Noir de Stendhal. Autour de 17h30, En français dans le texte continue avec la grande dictée de Rachid Santaki. Notre invité aujourd'hui est dramaturge, metteur en scène, auteur associé au Théâtre de la Ville. Il s'agit de David Lescaut. Puis, 17h55, l'anagramme d'Étienne Klein, le jeu de mots de notre malicieux physicien. Ce sera pour la minute de fin à écouter sur France Culture, bien sûr. France Culture, en français dans le texte, Olivia Gesbert. Dans son récit de voyage, Promenade dans Rome, publié en 1829, Stendhal parle de Adrien Lafargue, un jeune homme qui, à l'image de sa génération, a reçu une bonne éducation, mais que l'absence de fortune oblige au travail et met en lutte avec les vrais besoins. Adrien Lafargue sera l'un des modèles de Julien Sorel, personnage principal du Rouge et le Noir, son premier grand roman qui paraît un an plus tard. Stendhal est né à Grenoble en 1783, mais il se sent milanais. Il découvre l'Italie à 17 ans et tombe sous le charme de la péninsule italienne. Et de sa population surtout, dont il admire l'énergie, qualité qui à ses yeux était celle qui manquait le plus au XIXe siècle, nous dit-il encore dans les Promenades dans Rome. Il ajoute dans ce même texte « De nos jours, on a trouvé le secret d'être fort brave, sans énergie ni caractère. Personne ne sait vouloir. Notre éducation nous désapprend cette grande science. » S'inspirant de deux affaires judiciaires de son époque, Stendhal décide avec Le Rouge et le Noir d'écrire une chronique de 1830, un roman ancré dans son temps, autour de la figure donc de Julien Sorel, ce fils du propriétaire de la scierie de Verrières, une petite ville fictive, et Julien d'être peu adapté à son milieu social. Doué d'une grande mémoire et d'une grande intelligence, il devient le précepteur des enfants du maire du village, Monsieur de Rênal. Julien va ensuite entretenir une relation avec la femme de ce notable, avant de partir suivre une formation au séminaire de Besançon. Ambitieux, Julien accepte la proposition de son protecteur, l'abbé Pirard, de se rendre ensuite à Paris pour devenir le secrétaire du marquis de La Mole. Dans cette famille de la haute noblesse parisienne, Julien fait la connaissance de Mathilde, la fille du marquis. Frappé par l'orgueil et l'énergie de la jeune femme, il se lance un défi personnel, la séduire. Écoutons maintenant Emmanuel Lemire nous lire la fin du chapitre 16, l'intégralité du chapitre 17 et le début du chapitre 18, extrait du livre 2 du Rouge et le Noir. Nous sommes à Paris et Julien, en une scène du balcon revisité, vient de passer la nuit avec Mathilde. La jeune femme s'est donnée à lui, séduite par son audace. Pour la rejoindre, Julien vient de gravir en effet la façade de l'hôtel particulier de la famille. Dans l'extrait que vous allez entendre, on comprend la complexité de leur relation, car si qui se ressemble s'assemble, une incompréhension mutuelle va s'installer et elle ne sera pas sans conséquences. Chapitre 16. Aucun regret, aucun reproche ne vinrent gâter cette nuit qui sembla singulière plutôt qu'heureuse à Julien. Quelle différence, grand Dieu, avec son dernier séjour de 24 heures à Verrières. Ces belles façons de Paris ont trouvé le secret de tout gâter, même l'amour, se disait-il dans son injustice extrême. Il se livrait à ses réflexions debout dans une des grandes armoires d'acajou où on l'avait fait entrer au premier bruit entendu dans l'appartement voisin qui était celui de madame de La Mole. Mathilde suivit sa mère à la messe.
Les femmes quittèrent bientôt l'appartement, et Julien s'échappa facilement avant qu'elles ne revinssent terminer leurs travaux. Il monta à cheval et chercha les endroits les plus solitaires d'une des forêts voisines de Paris. Il était bien plus étonné qu'heureux. Le bonheur qui de temps à autre venait occuper son âme était comme celui d'un jeune sous-lieutenant qui, à la suite de quelque action étonnante, vient d'être nommé colonel d'emblée par le général en chef. Il se sentait porté à une immense hauteur. Tout ce qui était au-dessus de lui la veille était à ses côtés maintenant, ou bien au-dessous. Peu à peu, le bonheur de Julien augmenta à mesure qu'il s'éloignait. S'il n'y avait rien de tendre dans son âme, c'est que, quelque étrange que ce mot puisse paraître, Mathilde, dans toute sa conduite avec lui, avait accompli un devoir. Il n'y eut rien d'imprévu pour elle dans tous les événements de cette nuit que le malheur et la honte qu'elle avait trouvés au lieu de cette entière félicité dont parlent les romans. Me serais-je trompée? N'aurais-je pas d'amour pour lui? Se dit-elle. Dans ce court extrait déjà, on entend la passion, terme qui étymologiquement désigne la souffrance plutôt que l'amour. Alors que le lecteur pourrait s'attendre à des émotions tendres et heureuses après cette première nuit d'amour, cette attente est immédiatement douchée par la négation du bonheur et de l'amour par les deux personnages. Julien confère à cette déception une dimension sociologique avant l'heure, estimant que ces belles façons de Paris ont trouvé le secret de tout gâter, même l'amour. Si le narrateur reconnaît plus loin que Mathilde, dans toute sa conduite avec lui, avait accompli un devoir, Julien a aussi sa part de responsabilité dans cet échec de l'amour. Une métaphore militaire résume alors les pensées du jeune homme. Plus étonné qu'heureux, il a le sentiment que la conquête de Mathilde a changé son statut, le faisant passer en un instant du grade de sous-lieutenant à celui de colonel. Le jeune homme se sentant après cet acte porté à une immense hauteur. Quand le beau mot de bonheur réapparaît dans le texte, c'est pour désigner non pas le fruit de cette nuit, mais les conséquences positives de leur orgueil satisfait. Stendhal établit aussi une analogie avec le dernier séjour de 24 heures de Julien à Verrières, au cours duquel il avait pu retrouver Madame de Rênal. L'opposition entre la douce femme du maire de Verrières et l'altière fille du marquis se prolonge dans cet extrait et illustre les tensions entre amour et passion, sincérité et apparence, altruisme et égoïsme. Vous l'aurez compris, avec cet extrait du chapitre 16, la relation entre Julien et Mathilde est déjà en train de se transformer en un véritable rapport de force. On poursuit la lecture avec Emmanuel Lemire. Chapitre 17. Elle ne parut pas au dîner. Le soir, elle vint un instant au salon, mais ne regarda pas Julien. Cette conduite lui parut étrange. Mais, pensa-t-il, je ne connais pas leurs usages, elle me donnera quelque bonne raison pour tout ceci. Toutefois, agité par la plus extrême curiosité, il étudiait l'expression des traits de Mathilde. Il ne put pas se dissimuler qu'elle avait l'air sec et méchant. Évidemment, ce n'était pas la même femme qui la nuit précédente avait ou feignait des transports de bonheur trop excessifs pour être vrais. Le lendemain, le surlendemain, même froideur de sa part. Elle ne le regardait pas, elle ne s'apercevait pas de son existence. Julien, dévoré par la plus vive inquiétude, était à 1000 lieues des sentiments de triomphe qu'il avait seuls animés le premier jour. Serait-ce par hasard, se dit-il, un retour à la vertu? Mais ce mot était bien bourgeois pour l'altière Mathilde. Dans les positions ordinaires de la vie, elle ne croit guère à la religion, pensait Julien. Elle l'aime comme très utile aux intérêts de sa caste. Mais par simple délicatesse, ne peut-elle pas se reprocher vivement la faute qu'elle a commise? Julien croyait être son premier amant. Mais, se disait-il dans d'autres instants, il faut avouer qu'il n'y a rien de naïf, de simple, de tendre dans toute sa manière d'être. Jamais je ne l'ai vue plus altière. Me mépriserait-elle? Il serait digne d'elle de se reprocher ce qu'elle a fait pour moi,
à cause seulement de la bassesse de ma naissance. Pendant que Julien, rempli de ses préjugés puisés dans les livres et dans les souvenirs de Verrières, poursuivait la chimère d'une maîtresse tendre et qui ne songe plus à sa propre existence du moment qu'elle a fait le bonheur de son amant, la vanité de Mathilde était furieuse contre lui. Comme elle ne s'ennuyait plus depuis 2 mois, elle ne craignait plus l'ennui. Ainsi, sans pouvoir s'en douter le moins du monde, Julien avait perdu son plus grand avantage. « Je me suis donné un maître », se disait mademoiselle de La Mole en proie au plus noir chagrin. « Il est rempli d'honneur, à la bonne heure, mais si je pousse à bout sa vanité, il se vengera en faisant connaître la nature de nos relations. » Jamais Mathilde n'avait eu d'amant, et dans cette circonstance de la vie qui donne quelques illusions tendres même aux âmes les plus sèches, elle était en proie aux réflexions les plus amères. Il a sur moi un empire immense, puisqu'il règne par la terreur et peut me punir d'une peine atroce si je le pousse à bout. Cette seule idée suffisait pour porter mademoiselle de La Mole à l'outrager. Le courage était la première qualité de son caractère. Rien ne pouvait lui donner quelque agitation et la guérir d'un fond d'ennui sans cesse renaissant que l'idée qu'elle jouait à croix ou pile son existence entière. Le 3e jour, comme mademoiselle de La Mole s'obstinait à ne pas le regarder, Julien la suivit après dîner, et, évidemment, malgré elle, dans la salle de billard. « Eh bien, monsieur, vous croyez donc avoir acquis des droits bien puissants sur moi ?» lui dit-elle avec une colère à peine retenue. « Puisqu'en opposition à ma volonté bien évidemment déclarée, vous prétendez me parler ? Savez-vous que personne au monde n'a jamais tant osé ?» Rien ne fut plaisant comme le dialogue de ces 2 amants. Sans s'en douter, ils étaient animés l'un contre l'autre des sentiments de la haine la plus vive. Comme ni l'un ni l'autre n'avaient le caractère endurant, que d'ailleurs ils avaient des habitudes de bonne compagnie, ils en furent bientôt à se déclarer nettement qu'ils se brouillaient à jamais. « Je vous jure un secret éternel, » dit Julien. « J'ajouterai même que jamais je ne vous adresserai la parole si votre réputation ne pouvait souffrir de ce changement trop marqué. » Il salua avec respect et partit. Il accomplissait sans trop de peine ce qu'il croyait un devoir. Il était bien loin de se croire fort amoureux de mademoiselle de La Mole. Sans doute, il ne l'aimait pas 3 jours auparavant, quand on l'avait caché dans la grande armoire d'acajou. Mais tout changea rapidement dans son âme du moment qu'il se vit à jamais brouillé avec elle. Sa mémoire cruelle se mit à lui retracer les moindres circonstances de cette nuit qui, dans la réalité, l'avait laissé si froid. Dans la nuit même qui suivit la déclaration de brouille éternelle, Julien faillit devenir fou en étant obligé de s'avouer qu'il aimait mademoiselle de La Mole. Des combats affreux suivirent cette découverte. Tous ses sentiments étaient bouleversés. 2 jours après, au lieu d'être fier avec M. de Croisenois, il l'aurait presque embrassé en fondant en larmes. L'habitude du malheur lui donna une lueur de bon sens. Il se décida à partir pour le Languedoc, fit sa malle et alla à la poste. Il se sentit défaillir quand, arrivé au bureau des mallepostes, on lui apprit que par un hasard singulier, il y avait une place le lendemain dans la malle de Toulouse. Il l'arrêta et revint à l'hôtel de La Mole annoncer son départ au marquis. Monsieur de La Mole était sorti. Plus mort que vif, Julien alla l'attendre dans la bibliothèque. Que devint-il en y trouvant mademoiselle de La Mole? En le voyant paraître, elle prit un air de méchanceté auquel il lui fut impossible de se méprendre. Emporté par son malheur, égaré par la surprise, Julien eut la faiblesse de lui dire, du ton le plus tendre et qui venait de l'âme: « Ainsi, vous ne m'aimez plus. J'ai horreur de m'être livré au premier venu, » dit Mathilde en pleurant de rage contre elle-même. « Au premier venu !» s'écria Julien, et il s'élança sur une vieille épée du Moyen-Âge qui était conservée dans la bibliothèque comme une curiosité. Sa douleur, qu'il croyait extrême au moment où il avait adressé la parole à mademoiselle de La Mole, venait d'être centuplée par les larmes de honte qu'il lui voyait répandre. Il eût été le plus heureux des hommes de pouvoir la tuer. Au moment où il venait de tirer l'épée, avec quelque peine, de son fourreau antique, Mathilde, heureuse d'une sensation si nouvelle, s'avança fièrement vers lui. Ses larmes s'étaient taries. L'idée du marquis de La Mole, son bienfaiteur, se présenta vivement à Julien. « Je tuerai sa fille, » se dit-il. « Quelle horreur !» Il fit un mouvement pour jeter l'épée. « Certainement, pensa-t-il, elle va éclater de rire à la vue de ce mouvement de mélodrame. » Il dut à cette idée le retour de tout son sang-froid.
Il regarda la lame de la vieille épée curieusement, et, comme s'il y eût cherché quelques taches de rouille, puis il la remit dans le fourreau, et avec la plus grande tranquillité la replaça au clou de bronze doré qui la soutenait. Tout ce mouvement, fort lent sur la fin, dura bien 1 minute. Mademoiselle de la Mole le regardait étonnée. « J'ai donc été sur le point d'être tuée par mon amant, se disait-elle. Cette idée la transportait dans les plus beaux temps du siècle de Charles IX et de Henri III. Elle était immobile devant Julien, qui venait de replacer l'épée. Elle le regardait, avec des yeux où il n'y avait plus de haine. Il faut convenir qu'elle était bien séduisante en ce moment. Certainement, jamais femme n'avait moins ressemblé à une poupée parisienne. Ce mot était la grande objection de Julien contre les femmes de ce pays. « Je vais retomber dans quelque faiblesse pour lui, » pensa Mathilde. « C'est bien pour le coup qu'il se croirait mon seigneur et maître, après une rechute, et au moment précis où je viens de lui parler si ferme. » Elle s'enfuit. « Mon Dieu, qu'elle est belle !» dit Julien en la voyant courir. « Voilà cet être qui se précipitait dans mes bras avec tant de fureur il n'y a pas 8 jours, et ces instants ne reviendront jamais, et c'est par ma faute. Et au moment d'une action si extraordinaire, si intéressante pour moi, je n'y étais pas sensible. Il faut avouer que je suis né avec un caractère bien plat et bien malheureux. » Le marquis parut. Julien se hâta de lui annoncer son départ. « Pour où ?» dit M. de la Mole. « Pour le Languedoc. »« Non pas, s'il vous plaît. Vous êtes réservé à de plus hautes destinées. Si vous partez, ce sera pour le Nord. Même en termes militaires, je vous consigne à l'hôtel. Vous m'obligerez de n'être jamais plus de 2 ou 3 heures absent. Je puis avoir besoin de vous d'un moment à l'autre. » Julien salua et se retira sans mot dire, laissant le marquis fort étonné. Il était hors d'état de parler, il s'enferma dans sa chambre. Là, il put s'exagérer en liberté toute l'atrocité de son sort. Ainsi, pensait-il, je ne puis pas même m'éloigner. Dieu sait combien de jours le marquis va me retenir à Paris. Grand Dieu, que vais-je devenir? Et pas un ami que je puisse consulter? L'abbé Pirard ne me laisserait pas finir la première phrase. Le comte Altamira me proposerait de m'affilier à quelque conspiration. Et cependant, je suis fou, je le sens, je suis fou. Qui pourra me guider? Que vais-je devenir? Chapitre 18. Mademoiselle de la Mole, ravie, ne songeait qu'au bonheur d'avoir été sur le point d'être tuée. Elle allait jusqu'à se dire « Il est digne d'être mon maître, puisqu'il a été sur le point de me tuer. Combien faudrait-il fondre ensemble de beaux jeunes gens de la société pour arriver à un tel mouvement de passion? Il faut avouer qu'il était bien joli, au moment où il est monté sur la chaise pour replacer l'épée, précisément dans la position pittoresque que le tapissier décorateur lui a donnée. Après tout, je n'ai pas été si folle de l'aimer. » Dans cet instant, s'il se fût présenté quelque moyen honnête de renouer, elle l'eût saisi avec plaisir. Julien, enfermé à double tour dans sa chambre, était en proie au plus violent désespoir. Dans ses idées folles, il pensait à se jeter à ses pieds. Si, au lieu de se tenir caché dans un lieu écarté, il eût erré au jardin et dans l'hôtel, de manière à se tenir à la portée des occasions, il eût peut-être en un seul instant changé en bonheur le plus vif son affreux malheur. Mais l'adresse dont nous lui reprochons l'absence aurait exclu le mouvement sublime de saisir l'épée qui, dans ce moment, le rendait si joli aux yeux de mademoiselle de la Mole. Ce caprice, favorable à Julien, dura toute la journée. Mathilde se faisait une image charmante des courts instants pendant lesquels elle l'avait aimé. Elle les regrettait. « Au fait, se disait-elle, ma passion pour ce pauvre garçon n'a duré à ses yeux que depuis 1 heure après minuit, quand je l'ai vu arriver par son échelle avec tous ses pistolets dans la poche de côté de son habit, jusqu'à 8 heures du matin. C'est un quart d'heure après, en entendant la messe à Sainte-Valère, que j'ai commencé à penser qu'il allait se croire mon maître, et qu'il pourrait bien essayer de me faire obéir au nom de la terreur. » Après dîner, mademoiselle de la Mole, loin de fuir Julien, lui parla et l'engagea en quelque sorte à la suivre au jardin.
Il obéit. Cette épreuve lui manquait. Mathilde cédait sans trop s'en douter à l'amour qu'elle reprenait pour lui. Elle trouvait un plaisir extrême à se promener à ses côtés. C'était avec curiosité qu'elle regardait ses mains, qui le matin avaient saisi l'épée pour la tuer. C'était un extrait du Rouge et le Noir de Stendhal, lecture signée Emmanuel Lemire pour En français dans le texte. France Culture, En français dans le texte, Olivia Gesbert. Et maintenant, que retenir de cette scène? Comment analyser la métamorphose de leurs sentiments? On y revient avec le professeur en charge de cette étude, Nicolas Allard. Plutôt que d'être vécue avec détachement, la relation que Julien vient d'établir avec Mathilde va accoucher d'une souffrance parfois extrême, Julien allant jusqu'à se penser fou. L'un comme l'autre, ils s'interrogent sur la nature de leur relation. La fin du chapitre 16 se concluait sur une interrogation de Mathilde qui semblait remettre en cause la conquête dont Julien paraissait pourtant si fier. « Me serais-je trompée? N'aurais-je pas d'amour pour lui ?» disait-elle. Le début du chapitre 17 nous fait réaliser à quel point la conquête de Julien n'est pas définitive et gagne à être renouvelée en permanence. La froideur et la distance de Mathilde à son égard en sont la démonstration. Habitée par un sentiment de honte, la jeune femme regrette de s'être donnée pour la première fois de sa vie à un homme, issu en outre d'une classe inférieure à la sienne. Elle craint notamment que son amant, d'un soir, puisse tirer avantage de sa faiblesse pour lui nuire, envisageant le cas d'une possible vengeance de Julien. Si l'attitude distante de Mathilde suscite chez Julien bien des interrogations, la jeune femme n'est pas non plus préservée des affres de la passion, en proie, rapporte le narrateur, aux réflexions les plus amères. Ils ne se parlent pas pendant 3 jours. Confronté à l'indifférence puis au mépris de Mathilde à son égard, Julien connaît, pour la première fois de son existence, des souffrances extrêmes. Après l'échec d'une conquête qu'il pensait définitive, Julien doit faire face, écrit Stendhal, à des combats affreux. Sa mémoire, atout principal dans son projet d'ascension sociale, lui joue soudain des tours et lui devient cruel. Le narrateur nous montre à quel point le jeune homme s'en trouve décontenancé. Serait-il à nouveau prêt à aimer? Julien faillit devenir fou en étant obligé de s'avouer qu'il aimait Mademoiselle de la Mole. S'agit-il du même amour que celui éprouvé pour Madame de Rênal? La réponse est non. Cette relation-là se développe dans la souffrance et l'incompréhension, comme on vous le disait, la communication entre les deux amants étant freinée par leur incapacité à être sincères l'un envers l'autre et à se détacher des codes sociaux auxquels le milieu dans lequel ils évoluent les a habitués. La haine la plus vive, écrit l'auteur, en vient à être leur unique sentiment réciproque. L'épisode de la vieille épée est révélateur ensuite de l'importance que Stendhal confère à la notion d'énergie. Je vous en parlais en ouverture. Notre extrait présente un paradoxe. Comment Mathilde peut-elle voir ses sentiments pour Julien renaître alors même que son amant lui a montré son intention de la tuer ? Plus tôt, dans l'extrait, en réaction aux larmes de honte versées par Mathilde, Julien s'est saisi d'une vieille épée du Moyen-Âge. Nous l'avons dit en préambule, encore une fois, Stendhal déplore l'absence d'énergie qui domine son siècle. « This age of cant », écrit-il ailleurs, cette époque d'hypocrisie, et plus particulièrement en France, contrairement à l'Italie, qu'il considère comme l'un des ultimes refuges de l'énergie et de la spontanéité au XIXe siècle. S'il déplore les difficultés rencontrées par la démocratie pour s'imposer sur le territoire italien, Stendhal constate en même temps que l'adversité quotidienne à laquelle est confronté ce peuple le rend meilleur. Pour lui, il reste cependant en France des poches de vie, d'énergie, dans les classes les moins élevées de la société française, celles dans lesquelles le confort et la civilisation ne sont pas encore parvenus à s'imposer. Voir Julien, fils de charpentier, ayant dû se développer dans une adversité constante, se saisir d'une épée d'un autre temps, transporte soudain Mathilde dans une époque révolue.
La jeune femme a le sentiment de se trouver en plein cœur du XVIe siècle, les noms des rois Charles IX et Henri III étant évoqués par le narrateur. En prenant la vieille épée en main, Julien Sorel devient symboliquement l'héritier de Boniface de la Mole, un ancêtre de Mathilde qui vécut au temps de Charles IX et dont la jeune femme admire le courage et l'énergie, on y revient, qui lui valurent d'avoir la tête tranchée. Alors que cette épée était conservée dans la bibliothèque comme une curiosité, lui redonner une utilité transforme Julien aussi bien que Mathilde, la jeune femme voyant ses larmes se tarir comme par magie. La spontanéité de Julien confère à son acte une dimension sublime qui l'élève aussi bien qu'il élève son amante. Plutôt que de privilégier la réflexion pour la mettre au service de sa grande ambition personnelle, le jeune homme décide de donner la primauté à sa pulsion, au point que sa conception du bonheur en devienne temporairement mortifère. Il eût été le plus heureux des hommes de pouvoir la tuer, nous raconte le narrateur. Pour Stendhal, l'énergie ne consiste pas à accomplir un acte de force en tant que tel, mais à montrer qu'on en a la capacité, comme le fait ici Julien, qui repose ensuite l'épée, peu de temps après l'avoir saisie. Dans son récit de voyage, Rome, Naples et Florence, Stendhal dira « J'aime la force, et de la force que j'aime, une fourmi peut en montrer autant qu'un éléphant. » Les extraits que vous venez d'entendre sont en tout cas annonciateurs de la destinée tragique de Julien Sorel. Incapables d'instaurer un échange sincère entre eux, les deux amants voient leur relation reposer sur un rapport de force permanent, plein d'orgueil. Ici, le feu alimente le feu, mais la pulsion ne peut trop souvent remplacer la raison. C'est précisément ce qui arrivera à Julien lorsqu'il découvrira la lettre de Madame de Rênal, évoquant explicitement au marquis de la Mole sa relation avec le jeune homme. Donnant libre cours à sa fureur, il va tenter d'assassiner son ancienne maîtresse dans l'église de Verrières. Alors que tuer Mathilde était resté un acte en suspens, impossible, non réalisable, tuer Madame de Rênal deviendra pour Julien une réalité. Cette tentative d'assassinat, qui vaudra à Julien une condamnation à mort, est la démonstration paradoxale de l'amour réel qu'il porte à sa première amante. Une fois emprisonné, Julien connaîtra du reste le vrai bonheur aux côtés de Madame de Rênal, qui viendra lui rendre visite à plusieurs reprises. Ce bonheur ne sera pas possible auprès de Mathilde, qui cherchera pourtant par tous les moyens à sauver le père de son futur enfant. Par sa mort, il deviendra pour elle l'égal des héros des époques révolues. Ainsi, Julien Sorel est-il un être complexe, en étant tout à la fois un homme de son temps et un homme d'un autre temps, un héros réaliste et un héros romanesque. Et maintenant, tous à vos livres, c'était Le Rouge et le Noir de Stendhal, analyse signée Nicolas Allard, lecture de Emmanuel Lemire. Un papier, un stylo, c'est l'heure de la grande dictée de Rachid Santaki sur France Culture. Du nouvel album du Catalan Pascal Comlade. L'album est dans les bacs depuis la fin octobre. Il s'appelle le Cut-Up Populaire avec ce titre un avant-goût et vaporisme sonore. France Culture, en français dans le texte, la dictée de Rachid Santaki. Oui,
Allez, Timothée, je corrige ta dictée. Alors, les oiseaux chantent sur les branches des arbres. Non, mon cœur, on va pas compter les fautes, ça va nous déprimer tous les deux. Alors, dans une phrase, Timothée, il faut identifier le verbe. Où est le verbe? Branche. Du verbe brancher. Je comprends mieux pourquoi tu as mis ENT à la fin de branche. Non, chérie, le verbe, c'est chante. Et comme il y a plusieurs oiseaux qui chantent, qu'est-ce qui se passe à la fin de chante, Timothée? On met un S. Je sais pas, mais moi, j'étais bonne en orthographe. Ça vient de toi. Ou de ta mère. La dictée, un exercice qu'on préfère voir réaliser à l'école et pas forcément à la maison avec ses enfants. Bonjour Rachid Santaki, notre maître dictée. Bonjour Olivia, ça va et vous? Oui. Bonjour aussi à notre invité, l'auteur et metteur en scène David Lescaut. Les textes de ses pièces, un diptyque, J'ai trop peur, suivi de J'ai trop d'amis, viennent de paraître chez Actes Sud, du théâtre pour la jeunesse, autour du passage en 6e d'un jeune narrateur, moi, ses angoisses, ses espoirs, les amitiés naissantes, avec sa compagnie Kairos, il se met dans leur peau, entre dans leur tête, chausse leurs mots. Bonjour à vous, David Lescaut. Bonjour. Merci à vous d'être avec nous. Est-ce que vous êtes prêt pour cette dictée de Rachid Santaki que vous avez accepté de réaliser pour en français dans le texte et avec nous aujourd'hui? Oui, je crois que je suis prêt. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait des dictées, mais ça devrait aller, ouais. Alors, que faut-il pour une bonne dictée? Une feuille blanche ou avec des lignes, un crayon, éventuellement une gomme, à moins qu'on accepte de raturer, ça marche aussi. Une fois qu'on a tout ça, je vous fais le rappel des règles. On va d'abord réaliser une première lecture, ce sera dans la bouche de Rachid Santaki pour se mettre le texte dans l'oreille, une seconde toujours par Rachid pour noter et une troisième à deux voix ensemble avec vous pour corriger. Dans quel classique vous êtes allé piocher aujourd'hui la dictée de ce samedi, Rachid Santaki? Aujourd'hui, par rapport justement à notre invité, j'ai été prendre un extrait du Malade imaginaire de Molière. Ah, du théâtre. Donc pourquoi lui? Parce que c'est aussi un grand classique et que les élèves peuvent avoir à s'y prêter, à se plonger dans ce texte qui est Molière, en tout cas au programme du bac 2 français. C'est parti. Est-ce que vous êtes prêt, Rachid Santaki, prêt David Lescaut? Prêt. On y va. Je suis prêt, c'est parti. Le Malade imaginaire de Molière. Je suis médecin passager qui vais de ville en ville, de province en province, de royaume en royaume, pour chercher d'illustres matières à ma capacité, pour trouver des malades dignes de m'occuper, capables d'exercer les grands et beaux secrets que j'ai trouvés dans la médecine. Je dédaigne de m'amuser à ce menu fatras de maladies ordinaires, à ces bagatelles de rhumatisme et de fluxion, à ces fièvrottes, à ces vapeurs et à ces migraines. Je veux des maladies d'importance, de bonnes fièvres continues, avec des transports au cerveau, de bonnes fièvres pourprées, de bonnes pestes, de bonnes hydropisies de bonnes pleurésies avec des inflammations de poitrine. C'est là que je me plais, c'est là que je triomphe. Point final. Voilà pour la première lecture par Rachid Santaki. Et maintenant, on attaque la dictée. Je suis médecin. Je suis médecin. Passager, virgule. Je suis médecin passager, virgule. Qui vais de ville en ville, virgule. Je suis médecin passager, virgule, qui vais de ville en ville, virgule. De province en province, virgule. Qui va de ville en ville, virgule, de province en province, virgule, de royaume en royaume, de province en province, virgule, de royaume en royaume, virgule, pour chercher,
d'illustres matières, je répète, de royaume en royaume, virgule, pour chercher d'illustres matières à ma capacité, virgule, pour chercher d'illustres matières à ma capacité, virgule, à ma capacité, virgule, pour trouver des malades, pour trouver des malades, pour trouver des malades, dignes de m'occuper, virgule, pour trouver des malades, dignes de m'occuper, virgule, capable d'exercer, capable d'exercer, capable d'exercer les grands et beaux secrets, capable d'exercer les grands et beaux secrets que j'ai trouvés dans la médecine. Point. Je répète, capable d'exercer les grands et beaux secrets que j'ai trouvés dans la médecine. Point. Fin de la dictée pour les écoliers. Que j'ai trouvé dans la médecine. Point. Je dédaigne de m'amuser. Je dédaigne de m'amuser à ce menu fatras. Je dédaigne de m'amuser à ce menu fatras de maladies ordinaires, virgule, à ce menu fatras de maladies ordinaires, virgule, à ce menu fatras de maladies ordinaires, virgule, à ces bagatelles de rhumatisme, à ces bagatelles de rhumatisme, à ce menu fatras de maladies ordinaires, virgule, à ces bagatelles de rhumatisme et de fluxion, virgule, et de fluxion, virgule, je répète, à ces bagatelles de rhumatisme et de fluxion, virgule, à ces fièvrottes, virgule, à ces fièvrottes, virgule, à ces fièvrottes, virgule, à ces vapeurs, et à ces migraines, point. Je répète, et de fluxion, virgule, à ces fièvrottes, virgule, à ces vapeurs, et à ces migraines, point. À ces vapeurs et à ces migraines, point. Je veux des maladies, je veux des maladies d'importance, virgule. Je veux des maladies d'importance, virgule. Je veux des maladies d'importance, virgule, de bonne fièvre continue, de bonne fièvre continue. Donc je répète, je veux des maladies d'importance, virgule, de bonne fièvre continue, avec des transports au cerveau, virgule, de bonne fièvre continue, avec des transports au cerveau, virgule, de bonne fièvre pourprée, virgule, de bonne fièvre pourprée, virgule, de bonne peste, virgule, de bonne fièvre pourprée, virgule, de bonne peste, virgule, de bonne hydropisie, je répète, de bonne peste, virgule, de bonne hydropisie formée, virgule, de bonne hydropisie formée, virgule, de bonne pleurésie, de bonne hydropisie formée, virgule, de bonne
pleurésie avec des inflammations, de bonne pleurésie avec des inflammations, de poitrine, deux points, de bonne pleurésie avec des inflammations, de poitrine, deux points. C'est là que je me plais, virgule. C'est là que je me plais, virgule. C'est là que je triomphe, point final. C'est là que je triomphe, point final. Donc je répète avec des inflammations de poitrine, deux points. C'est là que je me plais, virgule. C'est là que je triomphe, point final. Eh ben, c'était maladif. David Lescaut, ça a été? Ouais, à peu près. J'ai une petite hésitation mais c'est sur la syntaxe, c'est pas sur l'orthographe. D'accord. C'est un problème d'orthographe né de la syntaxe. Capable. D'accord. Alors on va y revenir. On va reprendre la dictée, le texte dans l'ordre, avec vous, Rachid Santaki, et avec vous, David Lescaut, voir si vous avez suivi et s'il y a des zones d'ombre quand même, des questions qu'on puisse poser. Après, c'est intéressant de voir comment vous les avez aussi arbitrées en votre fort intérieur. Je suis médecin passager. Pas de difficulté, passager, P-A-2-S-A-G-E-R, qui va de ville en ville. Alors peut-être juste souligner ce qui va, pour le coup, parce que là on est dans le cas d'une relative à la première personne. Le qui va s'accorde donc au jeu, alors qu'on a de plus en plus tendance aujourd'hui dans le français un peu parlé de passer la relative à la troisième personne du singulier. Voilà, je suis médecin, passager, qui va, ou peut-être qui ira, on aurait tendance à dire ça. Mais là, donc, V-A-I-S, de ville en ville, de province en province, singulier ou pluriel pour vous, province, ville en ville, David Lescaut, ou pluriel? Singulier pour moi. C'est juste, de royaume en royaume également, pour chercher, pour trouver des malades dignes de m'occuper. Rachid Santaki. Oui, toujours donc, je l'ai précisé, mais pour savoir si on écrit ER à la fin d'un verbe, on remplace tout simplement par un verbe du troisième groupe, comme vendre. Si on peut remplacer par vendu, vous serez donc devant un passé en « et », accent aigu. Voilà, donc de province en province, de royaume en royaume, pour vendre d'illustres matières, donc infinitif. Voilà ce qu'on va mettre à chercher pour chercher d'illustres matières, pour trouver des malades dignes de m'occuper, capables d'exercer sur cette suite de verbes, les laisser bien penser à les garder donc à l'infinitif pour le coup. Peut-être sur capacité, juste une précision habituelle, on vous la souligne de dictée en dictée. Capacité est un mot féminin, mais la règle est que les mots en T ou en tier, sauf quelques exceptions, s'écrivent sans E. C'est capacité et pas E. Les exceptions, c'est notamment la dictée, Rachid Santaki, qui s'écrit E. Pour trouver des malades dignes de m'occuper, capables d'exercer les grands et beaux secrets que j'ai trouvés. Trouvé, David Lescaut, vous l'avez accordé ou pas? ES. ES, parce que? Eh bien parce que le complément d'objet est placé avant le verbe. Exactement, qu'habituellement avec l'auxiliaire avoir on n'accorde pas, sauf quand le COD est donc placé, le complément d'objet est placé avant le verbe, il faut se poser la question du quoi. J'ai trouvé quoi? Les grands et beaux secrets. Ou j'ai trouvé qui, parfois, dans la médecine. Fin de la dictée pour les écoliers. Est-ce qu'il y avait d'autres questions pour vous sur ce morceau de phrase, Rachid Santaki, qui pouvait se poser? Pas forcément, Non. Pas de difficulté particulière dans cette première partie. Et c'est maintenant que ça se complique. Je dédaigne. Dédaigner, vous l'écrivez comment, David Lescaut? D-E-D-A-I-G-N-E. Parfait. De m'amuser, ER, de me vendre, à ce menu fatras. La signification de fatras, peut-être, avec vous, Rachid? Alors, du coup, amas confus, hétéroclite de choses sans valeur. Et ça s'écrit comment pour vous, David Lescaut? F-A-T-R-A-S. D'accord. Ce menu est menu? M-E-N-U. M-E-N-U. De maladies, avec Molière, il fallait les mettre au pluriel, ces maladies ordinaires. À ces bagatelles de rhumatisme et de fluxion, c'est un démonstratif, pas un possessif, donc C-E-S. Bagatelle, ne pas oublier les deux L. De rhumatisme, où est-ce que vous placez le H, David Lescaut, dans les rhumatismes? Après le R. Vous en mettez bien un. Et fluxion au pluriel, F-L-U-X-I-O-N-S. Assez fiévrotte,
C'est des petites fièvres, le diminutif de fièvre. Peut-être juste noter, je ne sais pas si vous l'avez également souligné, David Lescaut, que dans fiévrotte, l'accent grave devient aigu. C'est ce que j'ai fait. Et de thé à fièvre. Et de T, exactement. Assez vapeur et assez migraine. A priori, pas de difficulté, on met bien tout au pluriel, vapeur et S, enfin RS, pardon, migraine, M-I-G-R-A-I-N-E-S, comme une graine, finalement. Je veux des maladies d'importance, de bonne fièvre continue, avec des transports au cerveau. Est-ce que vous voyez quelque chose à souligner pour nous, Rachid Santaki, dans cet extrait? Non. De bonne Non, pas de difficulté. Pas pour vous non plus, David Lescaut, de bonne fièvre pourprée. Non, ça va. Pourprée, P-O-U-R-P-R-E-E-S. Fièvre et féminin. De bonne peste. Alors, de bonne hydropisie, vous l'avez... C'est un mot que vous connaissiez, hydropisie? Oui, par le balade imaginaire. Voilà. Et alors, vous l'écrivez comment? H-Y-D-R-O-P-I-S-I-E-S. Parfait. Formé et E-S. De bonne pleurésie. P-L-E-U-R-E-S-I-E-S. Mais vous feriez un très bon médecin, en fait, hein. Ou un bon malade imaginaire, d'ailleurs. J'ai pensé. Avec des inflammations d'œdème. S, au pluriel, de poitrine. C'est là que je me plais, AIS. C'est là que je triomphe. Mais où est-ce que vous étiez posé une question, en fait, David Lescaut? Non, j'avais une petite question sur capable d'exercer les grands et beaux secrets que j'ai trouvés dans la médecine, sur capable s'il était au singulier ou au pluriel. Ah voilà, c'est une très bonne question, je l'ai laissé passer. Et donc, vous y avez répondu comment? Je pense quand même que c'est un pluriel, mais ça pourrait être un singulier parce que c'est lui qui est capable d'exercer. C'est pas les malades qui sont capables d'exercer. Donc je me relirai jusqu'au dernier moment. Parce que ce qui me fait réfléchir, c'est que je trouve ça dur de mettre capable au singulier pour les écoliers. Pourquoi pour les écoliers? Parce que ça renvoie à un sujet qui est très très loin de l'adjectif. Et ça, vous pensez que Molière y a pensé? Non. Non. Donc c'est pluriel, en fait. Ah, c'est pluriel. C'est pluriel. La première... Donc visiblement, ça s'accorde avec les malades. Oui, parce que c'est vrai que de l'occuper. digne, capable, il y a aussi le style de Molière qui est quand même très, par parallélisme comme ça. Molière, c'est un des auteurs, un des classiques qui a compté pour vous dans votre parcours, ou qui vous a plutôt au début un peu rebuté? Non, je l'ai toujours beaucoup aimé par le style, en fait, surtout. C'est pas que ça me fasse tant rire que ça, mais d'abord, il y a une pièce que j'adore, que je trouve géniale, surtout le début, le Misanthrope. Et puis plus récemment, j'ai quand même mis un passage de Molière dans un spectacle sur Nina Simone. À la fin, il y a un extrait d'École des femmes qu'on fait avec l'actrice, avec Ludmilla Dabo, mais à d'autre manière, c'est-à-dire de manière presque rappée, presque slamée, avec un ukulélé. Donc il est présent, Molière, chez moi. Ouais. On rappelle à l'auditeur que l'intégralité de ce texte et de sa correction est à retrouver sur le site de la dictée géante sur franceculture.fr. Et puis une petite rectification, une erreur s'est glissée dans notre correction de la dictée de samedi dernier, ça peut arriver. Césarée, c'est du côté d'Antioche de Beyrouth, territoire sous mandat, assez moricaude même, des bracelets en veux-tu, en voilà, et des tas de chichis de voile. Césarée, voilà ce qu'écrivait Aragon. Et dans cette correction, vous avez défini le mot moricaude qui concernait Césarée. Vous nous avez donné de ce mot une mauvaise définition. Rachid, c'était juste à rectifier. Effectivement, donc moricaude qui signifie basané, et donc c'est un terme péjoratif. Au XVe siècle, on a la trace d'un nom de chien très brun appelé Morico. Donc le grand Robert déclare le mot à juste titre terme raciste. Bon, voilà pour la rectification. En tout cas très péjoratif et plutôt raciste, plus tellement employé finalement aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est la correction de la correction en fait. Hein. C'est comme ça, de dictée en dictée. On va arriver à une orthographe, une syntaxe et un vocabulaire très ajusté. David Lescaut, vous êtes dramaturge, vous êtes metteur en scène, je le disais, et notre invitation se joue aussi à l'occasion de la parution de deux de vos pièces, J'ai trop peur et J'ai trop d'amis, 2 pièces pour la jeunesse chez Actes Sud. On a évoqué Molière. Est-ce qu'il y a d'autres dramaturges qui ont plus compté, qui vous ont inspiré, influencé, ceux qui étaient peut-être plus virtuoses à vos yeux dans l'écriture? Shakespeare, évidemment, Tchekhov, les grands classiques quand même, je les ai lus, je les ai étudiés, je les ai imités.
J'ai imité Coltès aussi, qui est devenu un classique maintenant, Bernard-Marie Coltès. La solitude des champs de coton, c'est un texte que j'ai adoré. Et puis un que j'aime particulièrement, mais c'est un italien, c'est Goldoni. J'adore Goldoni, j'adore la trilogie de la villégiature, par exemple, cette pièce-là. Je trouve ça vraiment prodigieux, quoi. Et pourquoi vous avez entrepris à un moment d'écrire pour la jeunesse? Parmi les dramaturges que vous venez d'évoquer, ils ont pas tant écrit de pièces ou de textes pour ce public-là spécifiquement, même si c'est évidemment toujours tout public. Là, vos deux pièces, J'ai trop peur et J'ai trop d'amis, sont vraiment deux textes qui racontent, aident à comprendre aussi et peut-être à dédramatiser le difficile passage en sixième, ce saut dans le vide que ça représente, du passage aussi de l'enfance à l'adolescence. Hein. Après, l'enfance a toujours été présente dans mes textes, mais à destination de la jeunesse, c'est venu il y a une dizaine d'années. Alors, il se trouve que c'est d'abord à la radio, parce que les origines de ce texte J'ai trop peur, c'était une commande de la radio, pour la jeunesse justement. Et puis quelques temps après, Emmanuel de Marcimota, qui dirige le Théâtre de la Ville, m'a demandé une pièce pour les enfants, parce que au Théâtre de la Ville, ça devenait vraiment une démarche importante. J'ai décidé de reprendre ce texte, de le prolonger, de le développer, et ça a donné la version théâtrale cette fois de J'ai trop peur. Voilà, le Théâtre de la Ville, dirigé aujourd'hui par Emmanuel de Marcimota, avec entre autres sa pièce sur Alice, enfin d'ailleurs ses pièces, puisque là encore il y a eu déclinaison et suite. Oui. Vous avez donc entrepris d'écrire ces deux textes en vous adressant quand même à ce public-là. D'ailleurs, aujourd'hui, à des collégiens, puisqu'on parle du passage en sixième, sur la dictée, vous, l'ancien collégien, l'ancien jeune qui a fait un jour son passage en sixième, vous leur diriez quoi sur cet exercice de la dictée? Faites l'exercice de manière appliquée ou alors plutôt amusez-vous, apprenez? Lisez. Lisez. C'est comme pour la musique. Si on n'écoute pas de musique, on peut pas devenir musicien. Et si on lit pas, on peut pas écrire. Donc pour moi, la clé, elle est vraiment là. J'ai adoré lire, j'ai adoré écrire, j'ai adoré les dictées, j'ai adoré l'orthographe. J'ai fait mon école primaire dans une école de village avec une institutrice à classe unique, très old school. Et elle était très très à cheval sur ces choses-là. Donc je pense que ça m'a marqué et j'en ai gardé une espèce de goût, en fait, tout simplement, qui est le goût de l'enfance, quoi. Est-ce qu'il y a preuve d'une belle et bonne transmission réussie en tout cas. Le langage des jeunes, il est très spécifique pour écrire dans leurs mots. Il est très spécifique et puis en même temps, il faut faire attention parce que il faut qu'ils le comprennent et en même temps, il faut pas l'imiter complètement parce que si jamais on est dans l'imitation, ça se périme très vite, tout simplement parce que le langage des jeunes, il change tout le temps, il s'enrichit de nouveaux mots, de nouvelles expressions, de nouveaux accents, de plein de choses. Et donc, il faut sans arrêt se réactualiser, il faut sans arrêt réécouter, les re-rencontrer, parler avec eux, pour saisir à quel point ce langage est mouvant. Déjà, même entre J'ai trop peur et J'ai trop d'amis, il y a quelques années, c'est déjà plus exactement le même langage. Mais c'est vous qui avez grandi ou vous avez des informateurs en interne, un peu comme un Riyad Satouf avec son héroïne Esther, qui régulièrement vous disent comment on parle? Les deux, j'ai ma mémoire, j'ai l'invention qui doit être là, parce qu'encore une fois, il faut inventer, il faut reconstituer, il y a un travail de l'auteur, mais j'ai aussi, bien sûr, des informateurs que j'interroge, que je rencontre, et qui sont déjà entre les deux pièces de générations différentes en fait. Donc oui, je parle avec des gens de cette génération-là. Ouais. Alors dans J'ai trop d'amis, il y a moi, ma petite sœur Basile, Clarence, Marguerite, Coralia, ça sont les personnages de la pièce. Il y a ce dialogue que vous mettez en scène et ces didascalies qui donnent donc au lecteur des indications. Et puis il y a ce personnage donc de la petite sœur, puisqu'on parlait de langage, elle a un langage à elle très spécifique. Elle est jeune encore et elle dit pâteux au lieu de parce que, elle dit ça va dormir au lieu de j'avais dormi. Et c'est un grand plaisir pour les enfants aussi à se mettre en bouche ce texte-là et à retrouver ce qu'ils étaient un peu plus tôt. Comme quoi, il n'y a pas qu'une manière d'écrire le français en fait, ni de le parler. Non, il y en a plein. Et puis là, c'est vrai que imaginer le langage d'une petite fille de 2 ans et demi, pour moi, c'est un exercice que j'adore. Je me projette complètement, je le parle, je le joue, je le fais entendre aux comédiennes, parce qu'il y a un sens, il y a une syntaxe propre. Et voilà, c'est l'invention ou la réinvention d'une langue, en fait. Moi, je crois que c'est ce qui m'amuse le plus dans l'écriture de ces textes-là. J'ai trop d'amis, la pièce a été jouée cet été dans le cadre de la programmation L'été solidaire au Théâtre de la Ville, Théâtre des Abbesses.
pièce. Elle a été reprise la semaine dernière en conditions de reconfinement, c'est-à-dire de manière virtuelle. Vous avez joué dans une salle sans public ? Devant des caméras, ouais, en direct. Et dans le temps de la représentation, c'était ça la proposition du théâtre de la ville. Et ça, voilà, il y avait quand même cette espèce de tension, de pression, de trac, en fait, qui précède la représentation pour le théâtre. Alors, il y avait pas les spectateurs, on les voyait pas, mais on les a vus après parce qu'on nous a renvoyé des images. Il y a eu beaucoup d'enfants qui l'ont regardé, il y a eu beaucoup de classes. Il y a eu des enfants aussi qui étaient dans leur lit d'hôpital, à l'hôpital Necker. Donc on nous a envoyé tout ça, des photos, des vidéos, et finalement on a eu les réactions du public après coup, mais c'était assez fort, c'était assez émouvant, parce qu'on sait qu'on a touché aussi des gens qui ne vont pas forcément ou facilement au théâtre, quoi. Ouais, ça c'est ce que ce type de situation, ce type de moment exceptionnel permet tout à coup, parce que chacun pouvait se connecter. Pour la première représentation du vendredi, il y a eu des écoles qui vous ont, je crois, rejoint, et là c'était vertigineux. Plus de combien ? 300 écoles, c'est ça, qui se sont connectées ? C'est presque un Stade de France ou un Olympia, on va dire. Ouais, les chiffres changeaient beaucoup, mais j'ai pas retenu le chiffre final, mais c'était impressionnant en tout cas. Ouais. Justement, cette possibilité de pouvoir donner accès au théâtre à ceux qui ne l'ont pas forcément. Et puis en plus, on n'est pas qu'à Paris, ça marche. On peut aussi se produire en un moment pour toute la France, voire plus. Bah oui, il y a eu des classes qui ont été connectées, notamment en Lettonie, etc. Alors après, bien sûr, ça remplace pas le théâtre. Pour nous, c'est vraiment une expérience un peu exceptionnelle. Il faut que ça donne envie de retourner au théâtre et pas que ça s'y substitue, quoi. Merci beaucoup d'être venu la partager avec nous, cette expérience en tout cas, et surtout d'avoir, vous, pratiqué cette dictée. Merci à vous, David Lescaut. Merci à vous, c'était un plaisir. Ça m'a replongé dans une époque révolue. Mais qui reviendra vite si vous avez des enfants. Mais vous serez à la place d'Anne Roumanoff tout à l'heure dans l'extrait qu'on a pu entendre, celui du maître Est dicté comme les Rachid Santaki pour nous chaque samedi. Un grand merci à vous, Rachid. Et on se dit à la semaine prochaine. Ouais. Et je rappelle que les auditeurs peuvent vous suivre chaque samedi après 17h30 sur le Facebook Live aussi de France Culture. Vous n'êtes pas avec nous en studio, mais de chez vous, en Seine-Saint-Denis, où avec une petite caméra, vous permettez à ceux qui ne sont pas branchés sur la radio de suivre aussi cet exercice qu'est la dictée. Tout de suite, l'anagramme d'Étienne Klein. Et bonjour Étienne, avec quel mot avez-vous choisi de jouer aujourd'hui au Chamboultou ? Bonjour Olivia, vous avez remarqué comme moi que depuis que la pandémie a commencé, la confiance accordée à l'intuition personnelle, au bon sens, pour émettre un avis sur des sujets scientifiques, semble avoir gagné en puissance. Or non, ce n'est pas le bon critère. Non, la gravité ne fait pas tomber les corps lourds plus vite que les corps légers, même si l'on voit bien que les boules de pétanque chutent plus rapidement que les feuilles mortes. Non, le mouvement des corps qui ne sont soumis à aucune force ne s'arrête jamais, même si notre bicyclette finit par s'immobiliser si nous cessons de pédaler. Non encore, l'eau froide ne gèle pas toujours plus vite que l'eau chaude, alors même que l'eau chaude doit d'abord devenir froide avant de devenir glace, etc. La science prend souvent l'intuition à contre-pied, contredit presque toujours le bon sens et n'a que faire de la bureaucratie des apparences. Voilà pourquoi le fait de mélanger la science et les opinions engendre souvent l'anagramme de cette expression, c'est-à-dire des inepties occasionnelles. Merci à Olivier Garcia qui me l'a fait remarquer. Merci beaucoup Étienne Klein, votre chronique est à réécouter sur franceculture.fr. C'était En français dans le texte, émission préparée par Catherine Denay et Sandrine Chaperon. À la réalisation, un grand merci à Mydia Portis-Guérin avec Jacques Hubert à la technique. Je vous dis rendez-vous lundi midi dans la grande table avec l'écrivaine Muriel Pic et dans la deuxième partie de l'émission, l'essayiste Régis Debré. Et je vous souhaite d'ici là une très bonne fin de journée sur France Culture.